Mesdames et messieurs, bonjour. Il se trouve que je suis parmi vous alors que je devrais être en Algérie parce que dans 2 jours c'est l'Aïd et en général, la fin du mois de Ramadan, j'ai l'habitude de la passer toujours à Mostaganem, dans cette famille spirituelle que je représente. Donc c'est une confrérie soufie qui va fêter à l'UNESCO le 28 et 29 septembre, donc le centenaire de l'ordre. Donc pour ceux et celles qui sont parisiens, ou même celles et ceux qui viennent de loin, ils sont les bienvenus à cette manifestation qui va durer 2 jours. Le premier jour, ça sera sur la pensée et l'œuvre de ce grand homme qui était le Cheikh al-Alawi, considéré comme le revivificateur de cette tradition spirituelle musulmane du XXe siècle, et qui descend à travers une chaîne qui a plus de 46 mètres, donc depuis le prophète Mohammed jusqu'à lui. Et le deuxième jour sera consacré au lancement de la journée mondiale du vivre ensemble et du faire ensemble. Cette journée, donc ce lancement, va officialiser à l'UNESCO. Il y aura beaucoup de personnalités venant de nombreux pays pour donner le lancement de cette journée que nous avons présentée à l'ONU en mars dernier et que nous souhaitons être un élément supplémentaire à travailler et répondre cet espoir au niveau de la famille humaine. Le vivre ensemble, c'est aussi ne peut se faire qu'à travers la culture de paix. Comment arriver aujourd'hui à pouvoir enseigner cette culture de paix dans nos écoles, dans nos institutions, et puis à l'intérieur aussi de nous-mêmes, être en paix avec nous-mêmes, être en paix dans le couple, être en paix dans la famille, être en paix dans le voisinage, dans nos villes, dans nos cités, dans nos institutions. Et pour cela, nous avons émis l'idée de créer une académie de paix internationale pour convier les sages du monde entier à aider dans cette transition difficile d'aujourd'hui, cette transformation au niveau des consciences. Il y a des académies de guerre, il y a des académies de musique, de mathématiques, mais il n'y a aucune académie de paix reconnue en tant que telle. Certes, il y a des initiatives, mais officiellement, il n'y a pas une académie qui nous permet aujourd'hui, qui permettra aux générations à venir de pouvoir bénéficier d'une pédagogie, d'un enseignement, d'une approche pour gérer les conflits auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui et qui demain seront encore peut-être plus forts et plus dramatiques. Et à l'occasion aussi de cette journée sera lancé un prix du vivre ensemble et du faire ensemble. Donc voilà pour vous décrire un petit peu le travail que nous sommes en train de faire au niveau des institutions internationales comme l'ONU et l'UNESCO pour porter cette voix au niveau de la tribune, de cette tribune internationale qui réunit les décideurs de tous les États du monde. Ce n'est pas chose facile. Bon, pour certains c'est peut-être un rêve, c'est une utopie, mais nous sommes pas justement acculés aujourd'hui à transformer le rêve en réalité parce que l'humanité aujourd'hui est confrontée à des défis énormes. Et notamment, cette année, vous savez tous que la grande rencontre, la CPO, qui va se trouver
s'ouvrir à Paris la 21e qui va traiter du climat et des conséquences qui aujourd'hui sont certaines. Il n'y a aucune alternative. Nous savons tous que nous allons droit dans le mur avec ce système qui gère aujourd'hui le monde, un système de prédation qui n'a plus de sens aujourd'hui. Et nous commençons aujourd'hui à consommer le capital. C'est-à-dire nous ne sommes plus dans un monde qui produit une prospérité qu'il va léguer aux générations à venir, mais nous sommes dans un monde qui est en train de consommer le capital à tous les niveaux, au niveau climatique, au niveau des CO2 que nous produisons à travers une société qui a perdu le sens des réalités, puisqu'elle s'auto-détruit, elle détruit l'élément qui lui a donné vie, la Terre. Elle pollue les mers, elle pollue l'air, le réchauffement climatique, les richesses qui partent vers de moins en moins d'êtres humains s'enrichissent au profit de la masse des êtres humains qui s'appauvrissent. Et aujourd'hui, les régions qui étaient les plus prospères, comme les États-Unis, comme l'Europe, commencent à ressentir. Nous avons le problème de la Grèce aujourd'hui, qui est mis sur le tapis. Et il y a encore d'autres pays, il y a le Portugal, il y a l'Espagne, et peut-être demain, même les plus prospères, l'Allemagne va rencontrer des difficultés. Donc nous rentrons dans une période d'incertitude à tous les niveaux, et cela a généré toute une action, je dirais, à travers un retour au fanatisme qui, dans le Proche-Orient, en Irak, en Syrie, en Libye, au Yémen, en Somalie, le Sahel, c'est des États entiers qui disparaissent. Plus de 8 États aujourd'hui se sont effondrés. Il n'y a plus de parlement, il n'y a plus de police, il n'y a plus de gestion commune. Les peuples, nous sommes à plus de 52 millions d'apatrides dans le monde aujourd'hui. Leur patrie, des gens qui n'ont aujourd'hui aucune ressource. Donc imaginez un pays comme l'Espagne, tout entier, une population comme la population espagnole, qui se trouve d'un seul coup chassée de son territoire et qui erre à travers des espaces qui sont de plus en plus étroits, de plus en plus surveillés, et des milliers de vies aujourd'hui, des milliers de gens risquent leur vie tous les jours pour traverser la Méditerranée et pour venir vers l'Europe, parce qu'ils n'ont pas chez eux la sécurité, la quiétude, la prospérité. Donc, comment peut-on attendre de ce monde en plein bouleversement aujourd'hui si, sur le plan politique, économique, social, mais aussi spirituel. Et c'est en cela que la rencontre du 21 à Paris, le sommet des consciences, c'est pour la première fois que les politiques font appel à des sages de l'humanité, à des représentants moraux, mais aussi religieux, spirituels du monde. Et d'ouvrir le débat avec eux pour faire un appel à la conscience universelle. Parce que ce problème nous concerne tous et concerne encore beaucoup plus les générations à venir. Nous, comme disait Saint-Exupéry, nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Mais cet emprunt
est aujourd'hui arrivé à un seuil où nous savons tous que nous ne pouvons pas le rembourser. Donc, il faut une rupture, un choc civilisationnel. Et ce choc civilisationnel ne peut pas venir que de l'économie. Il ne peut pas venir que de la politique. Il faut qu'il vienne de la conscience la plus profonde de l'humanité. Il faut sensibiliser les êtres humains en leur disant qu'aujourd'hui nous sommes au seuil d'une rupture. Il faut bien comprendre que c'est une rupture. Il y a 10 000 ans, l'homme est passé du cueilleur-chasseur qu'il était vers l'agriculture. Ça a été une rupture dans son histoire. Parce qu'avec l'agriculture a commencé la sédentarisation, l'élevage, l'écriture. Et de là, nous avons connu une histoire agitée, certes, mais une histoire aussi qui nous a permis d'évoluer au niveau des connaissances, au niveau des civilisations, et le bassin méditerranéen, le croissant fertile, et le bassin méditerranéen, cette mer, justement Méditerranée, cette mer est devenue la mer des civilisations. Que ce soit la civilisation grecque, pharaonique, sumérienne, enfin, byzantine, romaine, toutes les civilisations, la civilisation musulmane, toutes les civilisations sont nées dans ce bassin méditerranéen et ont fait que nous sommes aujourd'hui les héritiers de toute cette extraordinaire richesse de la pensée à la fois philosophique, spirituelle, religieuse, juridique, et de toutes les connaissances qui ont été extraites sur tous les plans. Le plan économique, le plan du savoir, de l'art, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'expression corporelle, que ce soit à travers tout cet héritage, aujourd'hui, devient l'héritage de chacun d'entre nous. Et nous sommes dans le pic, ou nous sommes dans le creux, ça dépend d'où on le prend. Et si nous ne bougeons pas, et s'il n'y a pas une conscience profonde qui vient redonner un élan d'espoir, qui nous invite à revoir nos certitudes, et à rentrer dans une nouvelle phase de vision, de mission et d'action, simultanée dans tous les domaines. La première des visions, c'est de voir l'humanité comme un corps dont chaque être est un membre. Et si nous voyons l'humanité comme un corps, chacun a sa place. Dans un corps, il n'y a aucun membre qui est plus honorable qu'un autre. L'œil ne peut pas être plus important que le pied, ou le pied est plus important que l'oreille, ou l'oreille est plus importante que la main. Chaque partie de ce corps est noble parce qu'elle apporte à ce corps, par la contribution qu'elle nous amène à ce que ce corps puisse vivre et prospérer. Donc cette nouvelle vision d'une humanité qui se retrouve avec elle-même. Et cela va conditionner tout le reste. Si nous avons cette vision d'une humanité unie, certes, on ne peut pas pour cela faire disparaître les différences. Au contraire, les différences sont une richesse, mais les accepter et les intégrer les unes aux autres.
comme quelque chose qui nous enrichit tous, puisqu'elle fait partie d'un même corps, le corps de cette humanité qui se retrouve avec elle-même. Sinon, nous allons assister, vous avez tous, vous voyez l'information, aujourd'hui, nous assistons à des mouvements radicaux qui vont à l'extrême de ce que je dis. C'est-à-dire, l'humanité n'est plus un corps, mais l'humanité est divisée en peuples, en catégories, en religion, en idéologie. Donc c'est une idéologie destructrice de l'unité du monde, de l'unité de l'humanité. Et cela va arriver de plus en plus. Nous allons vivre dans un monde de plus en plus replié sur lui-même, où la violence va être le seul langage possible pour exister. C'est ce qu'on nous dit. De crise en crise, on va nous amener à nous dresser les uns contre les autres, sous prétexte de défendre nos territoires, de défendre nos civilisations, de défendre nos croyances, en fait, de défendre notre identité. Nous ramener à l'égoïsme le plus extrême. Chacun pour soi. Donc les enjeux sont là. À la fois sur le plan écologique, parce que personne, quand vous avez comme une ville de Shanghai qui, chaque jour, plus de 1400 voitures sont comptabilisées. Tous les jours, il y a plus de 1400 voitures dans une ville. Et si je prends Shanghai, je pourrais prendre d'autres villes. Vous verrez que le constat est le même. On ne peut pas empêcher les Chinois en disant non, vous ne pouvez pas avoir de voiture. Nous, on se le permet, mais vous ne pouvez pas. C'est impossible. Quand vous avez un pays comme l'Afrique, un continent des plus riches du monde, qui souffre de la pauvreté, par manque de quoi? Par manque de solidarité, de transfert de technologie. Il a toutes les possibilités pour nourrir son peuple, ou ses peuples. Et pourtant, il est privé de pouvoir transformer les matières premières qui se trouvent chez lui. Donc cette valeur ajoutée qui permet à des millions et des millions d'êtres humains de pouvoir avoir une prospérité, une vie de dignité, n'est plus possible. Et elle génère un déracinement, des transhumances, des fuites qui déséquilibrent tout le fonctionnement de notre terre, politiquement parlant, socialement parlant, économiquement parlant. Donc, il est temps, et je pense que nous, dans le débat que nous aurons, peut-être que vous me poserez des questions beaucoup plus précises, en quoi la spiritualité aujourd'hui peut-elle nous aider? Parce qu'on ne peut pas non plus dire que c'est seulement par la spiritualité qu'on peut arriver. C'est faux. Aujourd'hui, c'est par une conscience collective, individuelle et collective, par une prise de conscience de chacun d'entre nous, femmes et hommes, sur cette terre, qu'on peut faire évoluer et espérer un renouveau. Sinon, nous allons petit à petit nous enfoncer dans une crise de plus en plus grande et de plus en plus, je dirais, incontrôlable.
quand vous avez des jeunes qui partent de l'Europe vers l'Irak ou la Syrie pour tuer ou mourir, parce qu'il s'agit de leur vie, aller faire là-bas du... Donc ça veut dire que notre société a failli. Il y a quelque part, dans l'enseignement, dans l'éducation de nos propres enfants, aujourd'hui, nous avons failli. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors cette présence de la spiritualité va nous rappeler à une prise de conscience intérieure et nous relier à cet espace sacré dont nous avons besoin aujourd'hui. Que nous soyons croyants ou pas croyants, le problème est dépassé aujourd'hui. Ce n'est pas de croire ou ne pas croire en Dieu qui est aujourd'hui la question principale, importante. C'est de croire dans l'humanité, c'est-à-dire en nous-mêmes. On croit dans l'unité de l'humanité. Ce n'est pas de croire dans l'unité divine, mais de croire dans l'unité humaine. Le constat est là. Nous ne pouvons pas seulement nous plaindre et gémir, mais il faut passer à l'action avec une vision partagée et avec des missions qui vont nous demander un sacrifice à chacun d'entre nous. Changer le comportement de sa vie. Changer les systèmes qui aujourd'hui, nous le savons tous, appauvrissent le plus grand nombre et enrichissent de moins en moins les élites. Je ne vous donnerai pas les chiffres, vous les connaissez, ils sont publiés, mais je vous dirai un seul chiffre sur ce que coûte la violence, les guerres et la violence aujourd'hui au monde. C'est 9,47 trilliards de dollars. Trilliards de dollars. Avec le 10e de cette somme-là, on pourrait faire énormément de bien à la plus grande partie de l'humanité qui souffre. Et si on employait la totalité de ce que coûte la violence, l'économie de guerre qui détruit, qui tue, qui engendre des drames pour des générations, nous comprenons que nous devons bouger, changer, se remettre en question. Et s'il faut en cela s'appuyer sur une spiritualité du vivant, parce qu'il ne faut pas non plus une spiritualité narcissique, individuelle, repliée dans son précaré, défendant ses privilèges, défendant son propre regard du monde ou sa propre enseignement du monde. Il nous faut aujourd'hui une spiritualité partagée qui nous ramène à cette quête de soi vers la rencontre de l'autre. Se réaliser sans partager, se réaliser sans connaître cette fraternité partagée, cette fraternité avec les hommes et les femmes, c'est une spiritualité qui nous tuera. C'est une spiritualité nihiliste
Nous savons tous aujourd'hui que personne n'a la baguette magique, les clés pour dénouer le problème ou les problèmes auxquels fait face l'humanité d'aujourd'hui. Mais avec du bon sens et une réflexion profonde, sincère, véridique et surtout humaine, profondément humaniste, nous pouvons faire bouger les consciences et faire de cette rupture la rupture du renouveau. Sinon, la rupture est là. Et cette rupture, eh ben, elle sera une rupture dramatique pour tous. Questionnez aujourd'hui les Grecs et vous allez voir que la rupture pour eux est faite et que, quoi qu'on puisse leur dire aujourd'hui, ils savent qu'ils ont devant eux des décennies et des décennies qui se sont engagés dans un système où ils seront pressés comme on presse un citron. Ça profitera aux spéculateurs qui ont prêté de l'argent tout en sachant qu'ils étaient incapables de rembourser. Mais cela, si ça s'est fait avec la Grèce, ça s'est fait avec d'autres pays. Et nous continuerons dans cette contamination où le plus grand nombre servira le profit d'une minorité. Donc mon discours semble plutôt un discours politique, un discours spirituel. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas se réfugier dans une tour d'ivoire et regarder le drame que vit l'humanité d'aujourd'hui. Nous sommes 7 milliards 300 millions d'êtres humains. Nous serons dans très peu de temps, dans 25 ans, entre 8 et 9 milliards. Donc, ce problème ne fait que s'accroître. Il va falloir les loger, les soigner, les éduquer, les transporter, etc. Les nourrir. Donc, quel est l'avenir? Et dans les 8 points que nous avons repris dans la journée mondiale du vivre ensemble, vous pouvez les voir parce qu'on n'a pas le temps d'en discuter. Nous souhaitons que chacun de vous puisse amener son soutien, sa signature, parce que nous allons devoir remettre aux Nations Unies 1 million de signatures pour 2016. Parce que le lancement dans la journée mondiale se fera symboliquement à travers les jeunes en août 2016, des jeunes qui vont être conviés en France à travers le scoutisme international, parce que c'est la première association des jeunes dans le monde. Donc c'est un levier important pour faire passer ce message au niveau des jeunes, parce que c'est eux qui sont les plus concernés par l'avenir que nous, et qui soient les porteurs de ce message de fraternité, ce message du vivre ensemble, ce message du faire ensemble. Aujourd'hui, si nous ne faisons pas,
ces actions à l'échelle internationale et qu'elles aient une visibilité, une lecture auquel adhère le plus grand nombre, alors le péril est là. Nous allons vers ce qu'on nous a promis, le choc des civilisations, ce qui est en train de se dessiner petit à petit, et vous aurez des politiques, des populistes qui vont utiliser les peurs, susciter les peurs, utiliser les peurs des gens pour pouvoir accéder au pouvoir et mener leur peuple les uns contre les autres, parfois au nom d'une idéologie, parfois au nom d'une religion, parfois au nom tout simplement des peurs économiques, de la pauvreté. Donc si nous ne faisons pas attention, et je voudrais quand même terminer par un mot d'espoir, parce que pour moi, cette rencontre du 21 à Paris nous donne pour la première fois, je vous dis, il y a le politique à solliciter la présence des spirituels, à lancer un appel au monde entier. Donc, il y a un début de prise de conscience que il y a là une force qu'on n'a jamais utilisée, qui s'appelle la spiritualité, qui peut nous convaincre les uns et les autres que nous pouvons faire quelque chose. Merci beaucoup.